Salut à tous, Sébastien et on se retrouve pour la deuxième partie des meilleurs films version Disney Pixar. On s'attaque aujourd'hui au studio Pixar, un studio qui a été créé en 1985 et qui signait un contrat avec Disney en 1991 pour 3 longs métrages dont l'inconnu Toy Story, Mille et une pattes et Toy Story 2. Après quelques points de désaccord et 5 films Pixar supplémentaires, en 2004 Pixar annonce à Disney qu'ils ne veulent plus faire de coproduction. Disney, qui n'avait pas le savoir-faire de Pixar dans l'animation 3D et voit à quel point toutes les productions sont des pépites et de vraies mines d'or, décide de racheter la concurrence pour 7,4 milliards de dollars. À mes yeux, l'achat de Pixar a sauvé Disney, du moins pour les films, d'un certain naufrage. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous faire un top 10 des meilleurs films Pixar, donc j'inclus les films Pixar dans la liste des 132 longs métrages officiels de Disney, même si certains ont été créés avant le rachat par Disney. Comme vous le savez tous, le premier long métrage est Toy Story, sorti en 1995, et depuis plus de 28 ans, Pixar a produit, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, 26 films, dont le dernier sorti, Buzz l'éclair. J'ai toujours été un grand fan de Disney, mais à mes yeux, Pixar a toujours produit des films tout aussi incroyables les uns que les autres. Je suis né en 1993 et le premier Pixar que j'ai pu découvrir était Toy Story 2. Et c'est toujours un vrai plaisir de découvrir en 2023 tous les nouveaux films que le studio peut nous offrir. Je reste persuadé que mon classement changera rapidement dans les années à venir et n'oubliez pas que ce classement reste subjectif. Allez, c'est parti. Sorti en 2020 et réalisé par Peter Docker et Ken Power, Soul est le 126e long métrage des animations Disney et le 23e long métrage Pixar. Soul nous parle de John Gardner, passionné de jazz et professeur de musique dans un collège. Un jour, il a enfin l'opportunité de réaliser son rêve, jouer dans l'un des meilleurs clubs de jazz de New York. Mais un malencontreux faux pas le précipite dans le Grand Avant, un endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d'être envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver sa vie, Joe va devoir faire équipe avec 22, une âme espiègle et pleine d'esprit qui n'a jamais saisi l'intérêt de vivre une vie humaine. En essayant désespérément de montrer à 22 à quel point l'existence est formidable, Joe pourrait bien découvrir les réponses aux questions les plus importantes sur le sens de sa vie. À mes yeux, tout dans ce film est à la limite de la perfection. Tout y est. D'abord un univers visuel magnifique, enchanteur, magique, mais aussi réaliste et détaillé pour les passages dans le monde réel. Le rythme est parfait, pas un moment d'ennui, entre rire, action, émerveillement et émotion, la cadence est millimétrée. Le message et la morale sont tout aussi justes et bienvenue dans ce monde où tout va trop vite. Un chef-d'œuvre d'animation comme le duo sait faire, alors certes peut-être que l'histoire est moins adaptée au tout petit comme j'ai pu le lire, mais ce n'est peut-être pas l'unique public visé. Et un film d'animation qui fait un tant soit peu se questionner et réfléchir les enfants, ce n'est peut-être pas si mal. Le film n'est pas triste non plus, ni une critique des personnes passionnées et rêveuses, je pense qu'il faut pousser davantage la réflexion. Au final, une belle réussite qui apporte de la fraîcheur et un très beau moment de divertissement et de positivité. 10e place. Sorti en 2007 et réalisé par Brad Bird, Ratatouille est le 90e long métrage des animations Disney et le 8e long métrage Pixar. Ratatouille nous emmène à Paris où Rémi n'est vraiment pas un rat comme les autres. Il a un véritable don, celui de cuisiner, marier les saveurs, découvrir de nouveaux arômes et il a un rêve très particulier, devenir un grand chef et le premier rat de goût. Il est prêt à tout pour vivre de sa passion, notamment venir s'installer avec sa famille sous les cuisines d'un des plus grands restaurants parisiens, celui d'Auguste Gusto, la star des fourneaux. Brad Bird livre une nouvelle fois une pépite d'animation à la fois délicieuse et loufoque sur la gastronomie française. Tout d'abord, la mise en scène est fluide tout en étant maîtrisée à la perfection, ainsi qu'une reconstitution authentique de la ville de Paris avec des graphismes qui sont très détaillés tout en étant magnifiques. Ensuite, la bande originale est composée par Michael Giacchino qui est entraînante et correspond parfaitement à l'ambiance du film. On ajoute à cela des situations très cocasses avec un humour irrésistible mais aussi quelques moments d'émotion avec certaines scènes assez touchantes au service d'un scénario inventif et captivant. Enfin, je trouve que les personnages sont très attachants et développés avec un excellent doublage français ainsi qu'une mention spéciale au personnage du chef cuistot Skinner et du critique Anton Ego qui sont deux vilains d'anthologie dans l'univers Disney. En résumé, Ratatouille est un fabuleux film d'animation à la fois savoureux, hilarant et touchant qui fait partie des meilleurs films des studios Pixar. Même si l'histoire de Ratatouille n'est pas la meilleure à mes yeux, d'où sa 9e place, se balader sur la place de Rémi à Disneyland avec la musique de Ratatouille, c'est l'une des meilleures sensations que je puisse connaître. Au-delà d'un film, Ratatouille est une ambiance parisienne dont je suis totalement fan. 9e place.
Sorti en 2006 et réalisé par John Lasseter, Cars 4 roues est le 86e long métrage des animations Disney et le 7e long métrage Pixar. Cars nous plonge dans un monde peuplé entièrement de véhicules où Flash McQueen, splendide voiture de course, est promise au succès. Il doit cependant participer à la prestigieuse Piston Cup, mais à cause d'une déviation, Flash atterrit dans la petite ville de Radiator Springs, sur la route 66. Il va alors rencontrer Sally, une élégante Porsche 2002, Doc Hudson, une Hudson Hornet 1951 au passé mystérieux, et Martin, une dépanneuse rouillée mais à qui on peut faire confiance. Il s'agit d'un Pixar très mature qui a eu du mal à trouver son public. Trop référencé pour plaire vraiment aux enfants, mais trop abstrait pour les adultes. Cars est pourtant une petite merveille d'animation dirigée par l'inarrêtable John Lasseter et ses chemises hawaïennes. J'ai été frappé par le brassage des thèmes et par l'intelligence du message. Cars n'est pas seulement un divertissement très haut de gamme, c'est aussi la quête du héros pour apprendre les vraies valeurs de la vie. On y dénote l'importance de l'amitié, un parfum nostalgique de liberté, la préservation des espaces abandonnés ou encore le respect des anciens. Flash McQueen apprendra tout ça et bien plus encore au cours de ce voyage initiatique. Merci Pixar pour ce film qui m'a beaucoup marqué lors de mon adolescence. 8e place. Sorti en 2015 et réalisé par Pete Docter, Vice Versa est le 114e long métrage des animations Disney et le 15e long métrage Pixar. Dans Vice Versa, grandir n'est pas du tout repos et la petite Riley ne fait pas exception à la règle. À cause du travail de son père, elle vient de quitter le Midwest et la vie qu'elle a toujours connue pour emménager avec sa famille à San Francisco. Riley est guidée par ses émotions, la joie, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse. Ses émotions vivent au quartier général, son cerveau, le centre de contrôle de l'esprit de Riley. Il l'aide et la conseille dans sa vie quotidienne. Vice Versa est une pure merveille d'animation. C'est vraiment original et ce film n'a quasiment aucun défaut. Le scénario est d'une très grande originalité, l'interprétation de nos émotions et agissements par le biais de petits personnages qui contrôlent notre cerveau, c'est une bonne manière de nous illustrer le passage à l'adolescence ou bien le déménagement comme dans cette histoire. Pour ce film, tout a été pensé et réfléchi. On y découvre le pays de l'imagination, les rêves, les souvenirs à long terme, ceux qui s'effacent et la mémoire centrale. Tant d'idées qui ont formé l'histoire de ce film génial. Les personnages sont tous adorables et très bien écrits, autant à l'intérieur de la tête de Riley, comme cette dernière et ses parents. On nous entraîne dans une fabuleuse histoire où nous vivons ses émotions. Vice Versa fait partie de ce genre de feel-good movie qui nous fait éclater de rire et verser quelques larmes. J'attends personnellement le deuxième volet qui sort en été 2024 avec impatience. 7e place. Sorti en 2020 et réalisé par Dan Scalon, En Avant est le 125e long métrage des animations Disney et le 22e long métrage Pixar. En Avant nous plonge dans la banlieue d'un univers imaginaire où, après le décès de leur père, deux frères elfes découvrent un bâton magique qui peut leur amener à la vie pour 24 heures. Donnant au plus jeune des deux frères une chance de rencontrer son père pour la première fois, mais le sort tourne mal et c'est une course contre la montre pour remettre les choses en ordre. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai attendu un film Pixar. Ici, c'est un univers très différent des précédents, un monde peuplé de créatures magiques qui ont justement perdu ce goût de la magie au profit de l'arrivée des technologies. Nous allons donc suivre pendant ce film la quête de deux frères au caractère assez contraire qui doivent trouver une pierre magique qui leur permettra de pouvoir voir leur père disparu. Ils auront 24 heures pour passer du temps avec lui, mais le compte à rebours est lancé. En Avant s'inspire du côté geek et d'Heroic Fantasy, une sorte de jeu de rôle qui va prendre vie, parsemé de petites touches d'humour. Ce n'est pas, encore une fois, mon histoire préférée de Pixar, mais les personnages deviennent très attachants et on prend goût à les suivre dans ce périple. Bien sûr, à travers cette aventure, le film aborde plusieurs thématiques importantes, comme la difficulté d'avoir confiance en soi, la relation entre les deux frères et le deuil d'un parent disparu. Dans ce contexte, il y en a un qui n'a jamais connu son père et l'autre qui n'en garde que de minces souvenirs. Pixar a le don de toucher le cœur des gens avec finesse, douceur et émotion. Il réussit une nouvelle fois son coup par un final bouleversant qui fera pleurer les plus sensibles d'entre vous. 6e place pour En Avant. Sorti en 2003 et réalisé par Andrew Stanton et Lee Unkrich, Le Monde de Nemo est le 72e long métrage des animations Disney et le 5e long métrage Pixar. Le Monde de Nemo nous plonge dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de Corail où un poisson clown du nom de Marin mène une existence paisible avec son fils unique. Redoutant l'océan et ses risques imprévisibles, il fait de son mieux pour protéger son fils. Comme tous les petits poissons de son âge, celui-ci rêve pourtant d'explorer les mystérieux récifs. Lorsque Nemo disparaît, Marin devient malgré lui le héros d'une quête unique et palpitante. Le pauvre papa ignore que Nemo a été emmené jusque dans l'aquarium d'un dentiste. Le Monde de Nemo est une odyssée moderne qui a clairement bercé mon enfance. En effet, c'est le film d'animation qui m'a le plus touché émotionnellement tellement c'est prenant à souhait. En le revoyant, ce 5e film d'animation des studios Pixar est une totale réussite sur tous les points. Que ce soit la beauté saisissante de l'océan en images de synthèse, je vous rappelle qu'on est en 2003, le soin apporté au développement à cette histoire attachante, un humour malin et sophistiqué et des personnages colorés. On y découvre des poissons clowns, des tortues, des pélicans et d'autres plus sombres, des baleines, des
requins, des méduses. Vous imaginez, j'avais 10 ans à l'époque et pouvoir découvrir tout ce monde sous-marin très coloré, c'était vraiment une claque à l'époque. Cette réalisation s'avère fluide et brillante, on se laisse vraiment emporter avec ces créatures dans le fond de l'océan. On a également de multiples références cinématographiques qui sont à la clé. Je me répète encore, mais il y a toujours dans les Pixar une morale et une véritable poésie qui séduit beaucoup. L'émotion ne vous lâche pas un instant durant ce film, que ce soit le rire ou les larmes. La trame sonore apporte quelque chose de plus, ce qui est bien maîtrisé. Certainement l'un des plus grands films d'animation des années 2000, 5e place pour une merveille de Pixar. Sorti en 2001 et réalisé par Peter Docker, Monstres et compagnie est le 64e long métrage des animations Disney et le 4e long métrage Pixar. Monstres et compagnie nous emmène à Monstropolis où la principale source d'énergie provient des cris des enfants. Monstres et compagnie est la plus grande usine de traitement de cris de la ville grâce au nombre impressionnant de portes et de placards dont dispose l'usine. Une équipe de monstres pénètre dans le monde des humains pour terrifier durant la nuit les enfants et récolter leurs hurlements. Or, l'arrivée d'une enfant à Monstropolis vient interrompre la compétition que se livrent deux monstres pour le titre de la créature la plus terrifiante. L'idée de partir de l'ancestrale peur des monstres nocturnes des enfants est juste géniale car elle permet de développer tout un univers parallèle. Un univers similaire à celui des humains, par exemple les monstres qui ont une maison, un travail, une vie et des problèmes. C'est cela qui fait que selon moi toute la force du long métrage. C'est-à-dire que les monstres eux-mêmes n'ont rien de monstrueux et que s'ils effraient les enfants le soir, c'est uniquement pour fournir de l'électricité à leur ville. D'ailleurs, l'ironie c'est que les monstres ont peur des enfants car ils pensent que les toucher est mortel. L'histoire est très palpitante et agréable à suivre. On a à la fois envie que cette petite fille rentre chez elle, mais en même temps ça nous fend le cœur de nous en séparer. Les deux personnages principaux, Bob et Sully, sont extrêmement attachants tout au long du film, très drôles et remplis d'émotions. Le personnage de Boo est très intéressant car il permet à Sully de faire ressortir sa part de paternité qu'il avait en lui et bouleverse ainsi tous les a priori que les monstres avaient sur les enfants. On a ainsi droit à de nombreuses scènes extrêmement touchantes, je pense en particulier celle où Sully effraie Boo, qui est pour moi la meilleure scène de tout le film. Très puissante en dramaturgie et bien sûr la scène des adieux de fin. Léon le caméléon est excellent, effrayant et détestable tout le long du film. Et tous les autres personnages sont très réussis, je pense notamment à Monsieur Waterloose et Germaine la gracieuse limace. L'animation est incroyable, on est immergé tout le long du film dans cet univers de monstres. La musique est géniale, il s'agit d'un chef-d'œuvre d'animation encore une fois et toujours pour Pixar, pour les amateurs d'humour, d'histoires fantastiques et touchantes et de grands moments. 4e place pour Monstres et compagnie. Sorti en 2008 et réalisé par Andrew Stanton, Wall-E est le 94e long métrage des animations Disney et le 9e long métrage Pixar. Wall-E nous emmène en 2110 où le niveau de toxicité rend la vie sur Terre insoutenable. On y découvre alors Wall-E, un petit robot qui est le dernier être sur cette Terre. 700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre planète en lui laissant le soin de nettoyer la Terre. Mais Wall-E a développé un petit défaut technique, une forte personnalité. Curieux et indiscret, il est surtout très seul. Sa vie va être bouleversée avec l'arrivée d'Eve, une petite robot. Wall-E va alors tout mettre en œuvre pour la séduire. Wall-E fait partie de la famille très fermée des films d'animation qui se disent pour enfants, mais dont la portée et la profondeur ne pourront être vues que par des yeux d'adultes cinéphiles. Ce n'est rien d'autre que l'histoire touchante d'un petit robot qui trouve l'amour et s'ouvre à l'humanité et au monde. Une humanité aliénée par une société de consommation, tant et si bien qu'ils ne peuvent même pas se mouvoir seuls. Au milieu de ce scénario intelligent et affreusement prophétique, le réalisateur s'en donne à cœur joie pour nous livrer une mise en scène incroyablement inspirée. Pixar frappe fort avec de splendides couleurs semblant avoir été le mot d'ordre de l'équipe technique qui nous propose une animation d'extrême qualité, des designs splendides et surtout une réalisation d'une beauté à couper le souffle. Chaque plan est plus magistral que le précédent et je ne peux qu'applaudir devant un tel travail. Wall-E est un film inspiré, poétique et rempli de références toutes plus géniales les unes que les autres et impose sans conteste sa place dans les films cultes des studios Pixar. 3e place pour le touchant Wall-E. Pour cette 2e place, j'ai dû faire une petite exception sur ce classement qui évite ainsi que la moitié de celui-ci soit des films de la quadrilogie Toy Story. Je trouve que les 4 films se valent plus ou moins et l'univers est tellement incroyable que je ne pouvais les classer l'un plus bas que l'autre. Même si j'adore les 4 films, j'ai toujours eu une très grosse préférence pour Toy Story 2, mais en revoyant ces films pour la vidéo et pour la 2e place de SOP, j'ai choisi Toy Story 3, sorti en 2010 et réalisé par Lee Unkrich, désolé pour la prononciation, qui est le 100e long métrage des animations Disney et le 11e long métrage Pixar. Toy Story 3 nous emmène des années après le second volet. Andy a bien grandi, il a 17 ans aujourd'hui et s'apprête à entrer à l'université. Cela fait donc des années qu'il ne joue plus avec ses jouets relégués au fin fond d'un coffre en bois dans sa chambre. Alors qu'il décide de ranger ses jouets définitivement au fond du grenier, sa mère les amène par erreur à la Sunnyside, une garderie. À première vue, Sunnyside semble être le paradis pour les jouets, avec des tas d'enfants prêts à jouer avec eux, mais ça va très vite devenir un cauchemar pour eux quand ils vont être confiés à des enfants du premier âge, ne sachant pas encore jouer avec des jouets et qui vont se déchaîner sur eux. Les autres jouets de la garderie qui ne veulent pas devenir des boucs émissaires des bambins décident de les retenir prisonniers pour qu'ils servent de tête de turc aux enfants. Buzz, Woody
Woody et les autres vont alors tenter de s'évader en mettant en place un plan d'évasion. Alors qu'est-ce que je pense de Toy Story 3? Pour moi c'est vraiment un trésor d'humour, d'émotion et de sensibilité. Du jamais vu dans le domaine de l'animation. Non, il ne s'agit pas simplement d'un film pour enfants, terme ô combien réducteur. En effet, très rares sont les œuvres capables de fédérer un public aussi large et varié. Ce film, plus que tout autre, a le don de réveiller en chaque adulte la part d'enfance qu'il garde cachée au plus profond de lui, plus ou moins enfouie sous le poids des années. Et ce, sans pour autant se séparer de cette capacité d'analyse et ce léger recul propre à l'âge adulte. Heureusement, car ce joyau est littéralement truffé de références au 7e art et regorge de clins d'œil multiples, notamment aux précédents opus ou même à des événements historiques. Il serait vraiment dommage de passer à côté. Ce qui ne risque pas d'échapper aux spectateurs, quoi qu'il en soit, c'est le soin extrême apporté à chaque scène, chaque personnage et à chaque réplique. L'animation est d'une qualité incroyable et se met au service d'un scénario exceptionnel. Quelle joie, 11 ans après les avoir quittés, de retrouver ces jouets, véritables héros de toute une génération. Ils n'avaient sans doute jamais paru si humains, luttant corps et âme pour leur survie malgré les obstacles quasi insurmontables qui se dressent sur leur chemin. Mais ils ne seront pas seuls dans leurs aventures parce que toute une communauté de nouveaux jouets va les rejoindre pour le meilleur et pour le pire. Parmi eux, des personnages comme Ken qui donnent une dimension comique insoupçonnée à ce film. Comme pour beaucoup de films Pixar, et surtout pour Toy Story 3, j'ai encore été une fois très touché par la fin de ce film. Je pense que nous n'imaginons pas toute l'ampleur du travail fourni afin que l'on s'identifie au héros virtuel de Toy Story 3. Au point d'être absolument bouleversé lors d'un final inoubliable, d'une intensité rare, véritable bijou de sensibilité. Quelle émotion et quelle claque. Toy Story 3 nous offre une conclusion parfaite d'une trilogie. À mes yeux, Toy Story 4 n'était pas obligatoire, même s'il reste très sympa. Mais aucun des 4 films n'arrive à l'émotion que le troisième me procure. Deuxième place pour l'univers Toy Story, mais surtout pour son troisième film magistral. Sorti en 2017 et réalisé par Lee Unkrich, décidément il est partout celui-là, Coco est le 120e long métrage des studios Disney et le 19e film des studios Pixar. Coco nous emmène au Mexique où malgré le fait que sa famille ait banni la musique depuis des générations, Miguel rêve de devenir un musicien accompli comme son idole Ernesto de la Cruz. Désespéré de prouver son talent et suite à une mystérieuse série d'événements, Miguel se retrouve dans le coloré et éblouissant territoire des morts. Sur son chemin, il rencontre Hector et ensemble, ils embarquent dans une aventure extraordinaire afin de découvrir la vraie histoire de la famille de Miguel. Si dans sa trame en surface, Coco est assez classique avec l'histoire de cet enfant passionné de musique bridé par sa famille, ce film arrive de manière merveilleuse à évoquer la mort tout le long de manière frontale sans jamais faire peur aux enfants, ni les prendre pour des idiots. Ce monde parallèle est visuellement superbe avec des idées étonnantes pour rendre attachant et non effrayant l'amour. Mais les scénaristes ne s'arrêtent pas là en ouvrant profondément l'âme du film sur la mémoire de nos ancêtres. Pour cela, ils n'hésiteront pas à nous montrer comment quelqu'un peut vraiment disparaître s'il est oublié. Les valeurs traditionnelles, musicales et surtout familiales sont extrêmement bien exploitées et scénarisées. Les décors sont magiques et on va toujours plus loin dans les graphismes à chaque nouveau film d'animation. C'est vraiment incroyable. Le début peut paraître un peu linéaire, mais ne vous y méprenez pas, l'histoire monte en qualité jusqu'aux dernières scènes où l'on ressort complètement bouleversé et ému par ce que l'on vient de voir et de vivre. Difficile de retenir ses larmes devant Coco, Pixar arrive encore une fois à bien concilier aventure rythmée avec de réelles leçons de vie. J'ai vu ce film après des événements personnels marquants, et même si beaucoup de films Pixar ont pu me toucher de différentes manières, mon rapport à Coco est particulier et son histoire est une ode à la vie et à son rapport à l'amour. À mes yeux, Coco est le meilleur film Pixar sorti à ce jour. Merci au studio Disney Pixar pour cette merveilleuse histoire. Voilà, j'espère que le top vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos tops et surtout de me contredire. Chacun a vu ou découvert certains films Pixar à des âges ou à des moments différents de leur vie. Leur approche est donc totalement différente de la mienne. Je suis un très grand fan de Pixar qui est pour moi une vraie usine à rêve pour les enfants et adultes. Avec n'importe quel matériau, ils peuvent nous faire un vrai chef-d'œuvre, n'importe quel plomb, ils le transforment en or. Je reste persuadé que les studios Pixar continueront de nous faire rêver durant les années à venir et que je serai dans l'obligation de revoir mon top dans 5 ans. Merci à Pixar pour tous ces moments d'émerveillement, de rire et d'émotion à travers les années. Salut à tous.